Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, partage d'écran. Donc, on va continuer le cours sur la dérivabilité. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, j'avais dit en TD hier que j'avais fait une faute mardi dans le cours, dans la classification de la régularité des fonctions. J'avais mis les inclusions dans le mauvais sens. L'implication, c'est quand on est dérivable, on est continu. Quand on est dérivable à la dérivée continue, alors on est dérivable, etc. Quand on est c'est infini. Ah oui, oui, je n'ai pas encore donné toutes les notes. Je vais le faire, ok? Je vais le faire juste après. Je vais vous donner la note. Désolé, je n'ai pas fait, mais je vais le faire. Alors, donc on avait fait. Alors, oui, j'en étais à donner des valeurs de dérivée. Donc, dérivabilité suite. Donc, on avait fait les puissances. Donc, i puissance alpha, la dérivée, c'est alpha i puissance alpha moins 1. Alors, ok. La dérivée de ln de x, sur x. E de x, sa dérivée, c'est e de x. Donc, alors, la dérivée de sinus de x, c'est cos de x. Le dérivé de cos de x, c'est moins sinus de x. Alors, donc, moi, j'avais donné la dérivée de tan x dans le cours. C'est 1 plus tan carré de x. Et on avait dit que ça faisait 1 sur cos carré de x. Alors, j'avais donné aussi les arcosinus et arcsinus. Je ne me souviens plus exactement ce qu'on avait trouvé pour arcsinus et arcosinus. Je me trompe toujours dans les signes. Arcosinus, elle est décroissante. Donc,
arc cos de x, cette dérivée, c'est... donc, elle est décroissante. Ça va faire moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et ça, c'est x dans 0 pi. Arc sin de x, c'était 1 sur racine de 1 moins x carré. Et arc tangente, ça c'est 1 sur 1 plus x carré. Mieux. Ok. Donc, je prends une fonction un peu dégueulasse. Je vais faire un exemple. Donc, calculer une dérivée, ça peut faire pas mal de calculs. Donc, si je prends ça, alors, vous voyez, f' de x, alors ici, donc, f est la composée on va dire G rond H avec H de X qui est égal à X plus 1, X moins 1 et G de X qui est égal à racine de X. Donc, f' de X, ça va faire H' de X fois G' de H de X. Alors, H' de X, ça c'est un quotient. Donc, ça va être H' de X, ça va faire, donc c'est la dérivée de ça. Donc, ça va être donc 1 fois x moins 1 moins x plus 1 fois 1 divisé par x moins 1 au carré. Ça fait donc le x s'en va, ça fait moins 2 divisé par x moins 1 au carré. G' de x, ça fait 1 sur 2 racine de x. Donc, f' de x, c'est égal à... je vais me prendre plus de place. Donc, il y a moins 2 divisé par x moins 1 au carré fois 1 sur 2 racine de h de x, donc x plus 1
x moins 1. Alors, du coup, ça fait moins 1 divisé par x moins 1. Et après, là, il y a racine. Alors, je vais mettre... Du coup, il y a racine de x moins 1 multiplié par racine de x plus 1. Ça fait racine de x carré moins 1. Et je vais prendre x appartenant à 0, 1. À moins 1, 1. Comme ça, tout est positif. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est x plus grand que 1. Donc voilà, donc, ça fait des calculs, c'est pas forcément facile. Donc ça peut faire des gros calculs, hein. Surtout quand il y a des quotients. Les quotients, ça fait faire un gros calcul. Normalement, on s'attend à ce que la dérivée d'une fonction soit un peu plus compliquée que la fonction elle-même. Donc, si la fonction est compliquée de base, attendez-vous à ce que la dérivée soit un tout petit peu plus compliquée. Il y a des contre-exemples, hein, bien sûr. Il y a des fonctions dont la dérivée est très simple et dont la fonction de base est plus compliquée. Mais normalement, ça ne va quand même pas trop loin. Alors, OK. Euh, Alors, je vais citer deux théorèmes que normalement vous connaissez. Donc ça, c'est les propriétés fondamentales de la dérivée. C'est que donc si f de i dans R, donc ça c'est un intervalle, est dérivable, alors si f' de x égale 0 pour tout x, alors f est constante. Et évidemment, la réciproque est vraie, hein. Si on prend une fonction constante, cette dérivée est nulle. Et la deuxième, c'est que si f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante. Donc de même, f' de x strictement positif, quel que soit x appartenant à i, ça entraîne f strictement croissante.
Et même chose pour négatif. F' de x inférieur ou égal à 0. F décroissante. Et si on met un strict, strictement décroissante. Ok, donc ça c'est vraiment propriété fondamentale. Alors, ok. Donc ça, normalement, ça vous connaissez, mais c'est les propriétés fondamentales. Alors, si P est un polynôme, si P de x est un polynôme de degré n, P' de x est un polynôme de degré n-1. Ok. Alors, du coup, moi j'avais parlé hier de fonctions plusieurs fois dérivables. Fonction plusieurs fois dérivable. Donc, je rappelle que delta 2, c'est l'ensemble des fonctions deux fois dérivables. C2, c'est les fonctions dont la dérivée seconde est continue. Donc, si je prends f, je peux calculer f'. Si là, j'écris d sur dx, f seconde, et potentiellement, on peut aller jusqu'à... alors là, on n'écrit pas prime, 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 prime. Fn, on écrit ça comme ça. Ça, c'est la dérivée énième. C'est f dérivée n fois. Donc, eux, ils donnent un exemple. Si je prends f de x qui est égal à
x puissance m, la dérivée nème de f, c'est, alors eux, ils font le calcul, n factoriel divisé par m moins n factoriel, x puissance m moins n. Donc, ça c'est si jamais... Donc ça c'est un polynôme de degré m, ça va être un polynôme de degré... Du coup, on va retirer 1 à chaque fois qu'on va dériver. On dérive n fois, du coup, c'est de degré m moins n. Donc ça, c'est si n est inférieur ou égal à m et fn de x égale 0. Si et seulement si. Non. Si n est strictement plus grand que m. Alors, donc sur les polynômes, donc si f de i dans R avec i intervalle, dérivable, donc si je prends f de i dans R dérivable, en fait, fn de x, la dérivée nème de x égale 0, quel que soit x appartenant à i, ça équivaut à dire, ceci, ça c'est équivalent à dire que donc je n'ai pas envie de faire d'erreur. Degré 0. Si on dérive n fois un polynôme de degré n, on obtient un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante. Donc ça revient à dire que f de x est un polynôme de degré n-1. Alors, je vais donner une remarque. Les polynômes de degré 0 sont les constantes. Les polynômes de degré 0 sont les fonctions constantes. OK. OK. Alors, pour les fonctions sinus et cosinus, donc sin prime de x, donc sin prime de x, sa dérivée, d sur dx, je sais comment je vais le faire. Donc, d sur dx, sa dérivée, c'est cosinus de x. Lui, sa dérivée, c'est moins sinus de x.
Lui, sa dérivée, c'est moins cos de x. Et lui, sa dérivée, c'est sinus de x. Du coup, si vous voulez, sin et cos vérifient sin 4 égale sin, cos 4. La dérivée quatrième de sinus est égale à sinus, et la dérivée quatrième de cosinus est égale à cosinus. Du coup, ça, c'est à mettre en parallèle avec Alors, je vais te donner une petite remarque parce que peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre pour plus tard. Mais ce qu'on appelle une équation différentielle, est une équation fonctionnelle donc ça signifie que dont l'inconnu est une fonction. Et le terme différentiel pour laquelle la dérivée de la fonction inconnue intervient. Donc, par exemple, il y a, f' égale f. Ça, c'est une équation différentielle. Donc, dont la solution est l'exponentielle. Alors, j'ai utilisé f ici, mais en général, on utilise y. Donc, je vais vous donner d'autres exemples avec f. f' égale f. Donc, une autre, c'est f dérivée quatrième égale f. Égale f. Donc, c'est une équation différentielle. Dont deux solutions sont sin et cos. Alors, je vous signale que deux autres solutions sont CH et SH. Alors, je vais vous donner un autre exemple.
une équation différentielle plus compliquée, c'est f' égale 1 plus f carré. C'est une équation différentielle. Une solution est time. Donc, je ne vous parle pas d'équation différentielle pour rien. Donc, déjà, dans la dérivabilité, c'est forcément, c'est une notion, c'est quelque chose qui est lié à la leçon. Mais on va faire un chapitre sur les équations différentielles. Donc, à la fin, le dernier chapitre du cours, c'est sur les équations différentielles. Et on va s'intéresser justement à ce genre de problème-là. Et on va donner des méthodes pour les résoudre dans certains cas. Okay. Mais il faut savoir que, alors, déjà, les équations différentielles, c'est central en physique, même dans toutes les sciences en fait. C'est vraiment un objet qui est incontournable. Ça intervient dans tous les domaines scientifiques. Tous les domaines où il y a des maths, il y a c'est une branche des maths, hein, les équations différentielles. C'est une branche extrêmement importante et qui est très difficile. Il y a des tonnes d'équations pour lesquelles on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment les résoudre. Alors qu'il y en a d'autres qu'on sait très bien résoudre. Et il y en a d'autres qu'on sait résoudre au prix de beaucoup d'efforts. Donc voilà, donc c'est un objet central et la plupart du temps, dans tous les problèmes physiques, on sait que les grandeurs physiques qui interviennent vérifient des équations différentielles. Et en fait, il faut qu'on se débrouille avec ça, quoi. Et plus loin que les équations différentielles, ce qu'on ne va pas faire en cours, c'est ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles. Ça, c'est des équations différentielles avec des fonctions de plusieurs variables, donc avec des dérivées qui peuvent… on peut dériver par rapport à une variable et dériver par rapport à une autre. Et là, vraiment, ça, c'est des équations qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Mais c'est tellement fondamental que ça a tellement d'implications scientifiques que c'est très, très étudié. Alors, moi, j'ai noté avec F, mais souvent, on les note avec Y. On note plutôt Y. Mais on fera ça au moment du chapitre sur les équations différentielles, OK? OK. Alors, donc, eux, ils donnent formule de dérivation d'un produit. Donc, si F, G vont de I dans R, dérivable, n fois, alors Fg, donc la dérivée énième, F fois G. Alors, on donne la formule. Donc ça, c'est comme le binôme de Newton. C'est K parmi N, F Km de X, G N-K de X. Vous voyez, si vous prenez Fg
la dérivée, ça fait f'g plus g'f. Je vais plutôt noter ça dans l'autre sens. Plus fg'. Fg seconde, ça va faire f seconde g plus f'g' plus f'g' plus fg seconde. Donc ça va faire f seconde g plus 2 f'g' plus fg seconde. Maintenant, fg dérivée troisième. Donc, je vais dériver ça. f3g, f'' de g, je vais plutôt noter avec un 3, puisque g plus f seconde g' plus 2 f seconde g' plus 2 f'g seconde plus f'g seconde plus fg troisième. Ça fait ça fait f3g plus, alors, il y a 3 f seconde g', f seconde g' plus plus 3, donc f'g seconde, voilà. Et il reste fg dérivée troisième. Plus fg troisième. OK? Donc, du coup, bon, voilà. Alors, c'est pas non plus hyper utile comme formule parce que finalement, elle est assez moche, mais vous pouvez garder ça en tête. Donc, c'est juste que quand on fait les opérations comme ça, on tombe, en fait, on fait les mêmes opérations que pour les calculs des coefficients binomiaux. Et donc, du coup, il y a les coefficients binomiaux qui apparaissent. Alors, moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir déjà utilisé cette formule, mais c'est bien de la connaître quand même. Elle a enfin, je veux dire, c'est quand même, il faut savoir que la dérivée énième d'un produit, ça s'exprime comme avec un binôme de Newton. Okay. Il faut savoir ça. Ok, très bien. Alors, on va passer alors, oui, donc ça, je vais le faire rapidement, mais en fait, je l'avais fait. Donc, pour les calculs de dérivée de arc-sin, arc-cos, arc-tan, on utilise
la propriété. Donc, si f de I dans R est dérivable et bijective, alors eux, ils prennent des hypothèses un peu plus faibles, ils prennent juste continu partout et dérivable en un point. Mais bon, les dérivables et bijectives. Alors, si f' de x0 est non nul, alors f-1, alors je vais pas prendre R, je vais prendre un intervalle J. Donc ça, c'est des intervalles. Alors, f-1 est dérivable en f de x0 et f-1' de x0, c'est égal à non, c'est pas x0. C'est f de x0. f-1' de f de x0, ça fait 1 sur f' de x0. En fait, c'est parce que f-1 de f de x, ça c'est égal à x. Et donc, du coup, en dérivant, on obtient f' de x fois f-1' de f de x qui est égal à 1. Alors, vous voyez, 1, ça commence à être un petit peu pesant, la notation avec des primes. Parce que là, j'ai un prime pour signifier la dérivée, et là, j'ai f-1. Donc, j'insiste, ça c'est un 1, ça c'est un 1, ça c'est un 1, f-1. Voilà, donc vous voyez la notation, quand on doit écrire la dérivée de la fonction réciproque, la notation avec des primes, elle n'est pas pratique. Elle fait que c'est lourd comme notation. Mais donc, on utilise cette notation-là de manière un petit peu sympathique, mais elle a quand même ses limites, parce que si vous faites des trucs trop compliqués, la notation avec des primes, elle devient invivable. Donc ça, j'avais expliqué, du coup, on a arctan de tan x. Donc ça, prime, ça fait donc, je ne vais pas le faire, je vais le faire avec un peu plus de place. Donc, arctan de tan x
égale x, ça entraîne que ça entraîne que 1 plus tan carré de x fois arctan prime de tan x. Non, c'est pas ça. On va le faire dans l'autre sens. On va faire tan de arctan. Tan de arctan de x, c'est égal à x. Donc ça implique que arctan prime de x fois 1 plus tan de arctan, donc tan carré de arctan de x, c'est égal à 1, ce qui entraîne que arctan prime de x, ce soit égal à 1 sur 1 plus x carré. OK? Alors, par contre, il faut qu'on ait f' de x0 qui soit différent de 0. Donc, dans ce théorème, il est important d'avoir f' de x0 différent de 0. Donc, l'exemple typique, le contre-exemple, c'est f de x qui est égal à x puissance 3 de R dans R. Donc, f est dérivable 3 fois, f est dérivable et bijective. f-1 de x, c'est la racine cubique de x. Ça, c'est x puissance 1 tiers. Donc, f-1, je vais faire mieux, prime de x, ça c'est 1 tiers fois x puissance 1 tiers moins 1, ça fait x puissance moins 2 tiers, donc ça fait 1 divisé par x puissance 2 tiers. Et ça c'est pas défini en 0. En fait, la tangente à la courbe de f-1 en 0 est verticale. Donc, je vais vous faire un petit dessin. Donc, je vais faire 1. Alors, je vais faire la racine comme ça. Je ne vais pas la faire trop verticale.
OK, donc ça c'est racine cubique de x. Et là, ici, la tangente est verticale. Tangente verticale en 0. Pourquoi? Parce que la fonction cubique, donc ça c'est x au cube, elle a tangente horizontale. OK? Comme x au cube en 0, sa dérivée, ça vaut 0. Du coup, elle a une tangente horizontale. Du coup, la racine cubique, elle a une tangente en 0 qui est verticale. Et ça, en fait, avoir une tangente verticale, ça implique de ne pas être dérivable. Parce que ça veut dire que la dérivée va tendre vers l'infini, en fait. Et d'ailleurs, x puissance 2 tiers. Et c'est pareil pour la racine de x. Alors, OK, très bien. Alors, quelle heure est-il? Parce que, donc, à mon avis, on n'aura pas fini le cours sur la dérivabilité aujourd'hui. Je pense qu'on aura, je suis pas sûr qu'on va avoir le temps. Enfin, j'aimerais bien qu'on n'aille pas trop vite pour la suite du cours. Et du coup, demain, on finira le cours et on fera des exercices. On commencera les exercices de la dérivabilité. Alors, je vais commencer à parler. Alors, donc, je n'ai pas parlé encore de. Donc, je vais juste mentionner un théorème. Mince. Je suis bleu. Donc, théorème sur la convexité, c'est si f de I dans R est dérivable deux fois, alors f est convexe si et seulement si f' est croissante et si et seulement si f seconde est positive. Donc, vous vous souvenez, on avait fait les fonctions convexes. Ben, en fait, elles peuvent se caractériser par le fait que la dérivée seconde est positive. Alors,
Alors, c'est vrai que donc, si f n'est qu'une seule fois dérivable, on a quand même un équivaut à 2. C'est-à-dire que elle est convexe si et seulement si f' est croissante. Mais juste, mais 3 n'est pas défini. Mais 3 n'est pas défini. OK. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Donc, vous voyez, on prend une fonction convexe. Donc, ça, c'est... Donc, au début, elle n'est pas très convexe. Hein. Juste effacer ça. Donc, ça, c'est une fonction convexe. Et si jamais je dessine les tangentes, alors, vous voyez, ça va faire des beaux dessins. Fonction convexe, donc en fait, mince. Vous voyez, ça, c'est les pentes des tangentes augmentent. On va dire sont croissantes. Croissent. Est-ce que je peux dire croissent comme ça? Est-ce que c'est vraiment français? Je vais dire des pentes des tangentes sont croissantes. J'ai pas envie de faire de faute de français trop grave. Ok. Et je vous rappelle que ouais, voilà. Et donc du coup, f est toujours au-dessus de sa tangente. F est au-dessus de toutes ses tangentes. Alors, les fonctions convexes, ce sont des fonctions qui interviennent dans beaucoup de problèmes et qui sont très régulières, en fait. Donc là, je vous dis, par exemple, si f n'est qu'une seule fois dérivable, machin. Donc, si vous voulez, il y a des fonctions convexes qui ne sont pas deux fois dérivables partout. Tout comme il y a des fonctions convexes qui ne sont pas dérivables partout. Mais par contre, on a des résultats du type
Alors, je ne me souviens plus exactement des formulations, mais on a des résultats du type si une fonction est convexe, alors elle est dérivable presque partout, c'est-à-dire elle est dérivable partout sauf sur peut-être un ensemble de dénombrables. Donc on a des résultats pour dire que si on prend une fonction convexe n'importe laquelle, alors forcément on va quand même avoir des points de continuité, des points de dérivabilité, et donc du coup elles ne peuvent pas être trop sauvages. Elles ne peuvent pas être discontinues en tout point. Ça, pour une fonction convexe, ce n'est pas possible d'être discontinu en tout point. On a forcément des points de continuité. Alors, je ne sais plus exactement la quantité de points de continuité qu'on peut garantir. C'est des théorèmes un peu plus subtils que je connaissais à une époque. Bref. Alors, on va faire le théorème de Rolle. Alors, des théorèmes sur les fonctions dérivables. Alors, théorème de Rolle. Donc ça, c'est, donc je prends F de AB dans R avec et F dérivable sur AB avec donc continu dérivable sur AB ouvert et avec F de A égale F de B. Alors, il existe un C appartenant à AB tel que F' de C égale 0. Et donner une preuve à l'aide de la remarque 7.1.3. Donc, F de A égale F de B. OK.
Alors, du coup, donc, on prend une fonction qui passe par là, qui passe par là, et en fait, quoi qu'on fasse, vous voyez, ça c'est un C possible, parce que ici, la tangente est horizontale. J'aimerais bien faire un trait plus petit pour la tangente, comme ça c'est mieux. Donc ça c'est euh, ok, donc ça c'est un C possible. C'est un ou ici je peux prendre C2, C1 ou C2 conviennent. En fait, ce sont des extrémums locaux. Et dans un extrémum local, la dérivée s'annule. Alors, donc, il y a juste une subtilité quand je dis dans un extrémum local, la dérivée s'annule. Ça, c'est vrai, mais dans ce contexte-là, c'est subtil si les extrémums locaux sont A ou B. Donc, je vais juste préciser. Donc, je rappelle que si f est dérivable sur i et que x0 est un extrémum local, donc ça veut dire qu'il existe un upsilon strictement positif tel que x moins x0 inférieur ou égal à upsilon entraîne f de x inférieur ou égal à f de x0. Ça, c'est le maximum local. Alors, f' de x0 égale 0. Alors, nous, on a vu que f donc du segment AB dans R continu, ça entraîne que f de AB est un segment.
Donc, preuve du théorème de Rolle. Donc, f de AB, c'est un segment qui contient f de A égale f de B. Alors, donc il y a 3 cas. Donc, cas 1, c'est que on va dire que f de AB, donc comment je vais faire ça? C'est compliqué à formuler, mais la démonstration n'est pas compliquée du tout. Enfin, la partie compliquée, c'était de montrer que f de AB est un segment. C'est ça la partie difficile. Donc, je vais dire que f de AB, je vais appeler ça, on va dire, comment je vais les appeler? Je vais les appeler, donc moi j'ai des ABC, là. SCT, UEV, ah, je vais les, ouais, UEV, c'est pas pratique quand même. M, J, K, alpha, bêta, voilà, c'est très bien. Alpha, bêta. Donc, 3 cas possibles. Donc, le cas 1, c'est que bêta égale alpha égale f de A égale f de B. Ça implique que f est constante. Et donc, il existe C appartenant à AB tel que f' de C égale 0. Donc là, dans le cas où bêta égale alpha, le théorème est démontré. Donc évidemment, ça, c'est un cas presque évident. Le cas 2, c'est donc il y a au moins un des deux. Donc le cas 2, c'est bêta strictement positif. Non, strictement supérieur à f de A, f de B, qui sont deux valeurs égales. Donc ça, c'est le cas 2. Cas 2, donc vu que f de AB égale alpha bêta, je vais plutôt dire vu que bêta appartient à f de AB, il existe C
appartenant à AB, tel que f de C égale bêta, mais C est alors un maximum local et donc f' de C égale 0. Donc là, c'est terminé dans ce cas-là. Et je fais le cas 3. Donc c'est alpha strictement inférieur à f de A égale f de B. Donc en fait, ici, on avait alpha inférieur ou égal à f de A, f de B, qui était lui-même inférieur ou égal à bêta. Et là, c'est la même chose, vu que alpha appartient à f de AB, il existe C appartenant à A, B, tel que f de C ce soit égal à alpha, mais C est alors un minimum local de f, et donc f' de C est égal à 0. Alors, je vais vous donner un petit exercice que je connais pour illustrer ce théorème. Donc, exemple. Donc, je vais d'abord dire quelques petites choses. Donc, en fait, donc, si on prend un polynôme P, P de X polynôme, en fait, polynôme, on n'a pas besoin qu'il soit de degré n en fait. Donc, entre deux racines réelles de P se trouve au moins une racine ou une racine réelle de P'. Donc, vous voyez, quand on avait des trucs qu'on avait I puissance 3, bon, là, comme ça, je vois pas du tout. Là, comme ça, j'ai pas forcément. Pas forcément d'application directe.
Vous voyez, ça nous est arrivé souvent, plusieurs fois, de voir si on prend un polynôme de degré 3 qui a 3 racines réelles, euh, les deux racines de P' déjà seront réelles et situées entre les racines de P. Donc, si je prends P, là j'ai x1, x2, x3, ça c'est les racines. Et P', je vais avoir y1, y2. Donc, c'est un dessin à peu près comme ça. Donc, typiquement, un polynôme de degré 3. Ça, c'est polynôme de degré 3. Donc là j'ai x1, là j'ai x2, là j'ai x3. Et en fait, celle-là, là, ça, ce sera y1, y2. Et donc, vous voyez, il y a ce truc où ceux-là, ils apparaissent ici. Alors, je vais vous donner... Donc, ça, c'est pour des racines de polynômes. Et ça permet aussi d'illustrer le théorème. Je vais donner un petit exemple. Donc, exemple 2. Donc, je vais prendre f, n fois dérivable. De R dans R. Qui s'annule n fois. Alors, si elle s'annule, f' s'annule n fois. On va dire n plus une fois. Alors, f dérivée nème s'annule au moins une fois. Donc, si j'appelle
f s'annule au moins, s'annule n plus une fois au moins. Donc, je vais appeler, on va dire, x0, 1, x0, 2, x0, 3, etc. x0, n plus 1, les points où f, donc des points où f s'annule. Donc, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, f, x, i égale 0, et c'est égal à f de x, i plus 1, 0, par le théorème de Rolle, il existe x1, i appartenant à x0, i, x0, i plus 1, tel que f' de xi1, ce soit égal à 0. Donc, c'est à peu près le dessin que j'ai fait avant, mais en plus évolué. Donc, je vais prendre x0, 1, x0, 2, x0, 3, x0, 4, etc. x0, n plus 1. Donc ça c'est des lieux d'annulation de f. De f. Lieu d'annulation de f. Et en fait, entre chaque morceau, je vais avoir un x1, 1, un x1, 2, un x1, 3, etc. jusqu'à un xn, 1. Et ça, c'est des lieux d'annulation de f'. Donc là, vous voyez, ici, j'ai pas envie que ce soit... ici, hop. Et donc, là, on peut recommencer. Par le théorème de Rolle, vu que quel que soit i allant de 1 jusqu'à n-1, f' de x1, i égale 0, c'est égal à f' de x, i plus 1, 1. Il existe x de i appartenant à x1i, x1i plus 1, tel que f seconde de xi2
ce soit égal à 0. Et donc, du coup, je peux réitérer en fait ce truc-là. Je peux faire ce petit truc, donc c'est un petit peu... Donc là, c'était celui-là. Et là, je vais avoir x2, 1, x2, 2, etc. Et là, je vais avoir x2, n-1. Et en continuant comme ça, je commence à dépasser, ouais. Je vais finir vite. À la fin, on a x, alors 0, etc. x, n-1, 1. On a x, n-1, 2. Ça, c'est des lieux d'annulation de f dérivée n-1. On a 2. Je me suis peut-être mélangé dans... Bref. Et parole. Il existe x, n, 1 appartenant à x1, n-1, x2, n-1, tel que f dérivée n de x1, n soit égal à 0. Et donc, fn s'annule au moins une fois. Vous voyez, on a utilisé le théorème de Rolle en cascade. Alors, attendez, parce que... Donc, pour f, j'avais n plus 1 point d'annulation. F', j'en ai n. Donc, c'est-à-dire que la somme des deux, ça fait toujours n plus 1. Et donc, à la fin, n-1 plus 2, n plus 1. OK. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, OK. Bon, bah, si vous avez des questions, donc demain, on fera les derniers. Donc, il y a le résultat des théorèmes des accroissements finis. Ensuite, quelques trucs, la règle de l'hôpital. Donc, je pense le cours, on l'aura fini demain, peut-être en une demi-heure. Peut-être un peu plus, hein, si je prends du temps sur les résultats. Et après, on commencera les exercices. Bon, allez. Au revoir.